Florian, toi, tu es étudiant en classe prépa ENS D1. On va en parler juste après. Qu'est-ce que c'est? Timothée, toi, tu as Sciences Po Lille et tu es en échange universitaire en Finlande. Mais pareil, on en parlera juste après. Alors, Thomas, hop, on arrive tout de suite. Thomas, toi, tu es notaire stagiaire. On va en parler également juste après. Et Tiffany, tu es avocate chez AD Vitam Avocat. On en parlera également juste après. Merci à tous les quatre pour votre présence pour ce live. Merci beaucoup. Alors, j'avais une première question. N'hésitez pas en tout cas dans le chat si vous avez des questions à les poser. Une première question, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre parcours depuis le baccalauréat? Je sais pas si Tiffany, tu veux commencer. Déjà, quel bac tu as Ouais, ça va être fait? le plus long. Parcours baccalauréat, j'ai fait 1 an de prépa éco juste après le bac. Je savais pas trop où aller, honnêtement. Donc, ce qu'on me disait souvent, voie généraliste, voie royale, il y aura du choix à la fin. Donc, j'y vais sans grande conviction et arrive ce qui arrive, ça me plaît pas. Et du coup, je me réoriente en droit à la fac juste à la fin de cette première année. Je passe mes années à la fac aussi grâce, je pense, à cette année de prépa. J'ai appris à bosser, à être autonome, ce qui est un grand plus lorsqu'on va en fac de droit. Je pense que, attention au piège fac juste après le bac, gardez en tête que vous êtes seul, vous êtes libre à vous-même, vous avez quelques chargés de TD, mais il faut une autonomie et il faut essayer de garder le cap là-dessus pour passer les années. Et après, comme le disait la petite vidéo de présentation, préparation pour le passage du CRFPA, donc l'entrée à l'école des avocats. Et ensuite, école d'avocat. Là, j'ai fait mes stages dans des cabinets uniquement axés sur ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la défense uniquement de victimes de dommages corporels. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais je me suis tout de suite spécialisée sur une matière, celle qui me plaisait. Donc, c'était des petits cabinets à Paris. Et à la fin de mes stages, depuis, je bosse en cabinet et je viens de créer, m'associer avec ma boss des 3 premières années. Depuis le 1er janvier, on a créé le cabinet Ad Vitam Avocat. Et me voici. Nickel. Merci beaucoup. On en reparlera de toute façon juste après de ton Avec parcours plaisir. plus en détail. Qui veut continuer? Timothée, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait juste après le bac? Mais du coup, moi, je suis de la nouvelle session du bac, donc bac à spécialité. Spécialité mathématiques et histoire, géographie, géopolitique, en gros, en majeur en terminale. Ensuite, je suis aussi une année Covid, donc c'est-à-dire que normalement, les Sciences Po de province, donc tout ce qui n'est pas Paris, sont sur concours. Et les concours ont été annulés, enfin quasiment annulés, on va dire, c'était du coup en 2021 pour cause de Covid. Donc, on continue et après, 2 premières années à Sciences Po Lille et la 3e année en échange en Finlande, du coup, actuellement. Parce qu'il faut savoir qu'à Sciences Po, du coup, il y a forcément une année dans le cursus qui se passe à l'étranger et à Lille, c'est la 3e, donc je suis en plein dedans. Merci beaucoup. On aura l'occasion aussi d'y revenir plus en détail. Thomas, est-ce que tu veux continuer, toi, sur ton parcours depuis le baccalauréat? Je crois qu'on ne reçoit plus Thomas. On va peut-être continuer avec toi, Florian, en attendant. Si tu peux juste nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, mon parcours est très court parce que je suis seulement en première année après le bac, en classe préparatoire droit économie. Et donc, comme spécialité, en terminale, j'avais histoire, géopolitique, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et les sciences économiques et sociales. Et en première, j'avais Moi, du coup, HLT, donc après le bac, humanité, littérature, philosophie. Ça marche. Et justement, ma première question, elle allait pour toi, Florian. Qu'est-ce qu'on peut faire après ta prépa? Dans quelle école on peut s'inscrire? Alors, c'est la grande richesse de ce cursus, c'est que cette prépa, elle ouvre une quantité de portes incroyables, et c'est un peu pour cela que je l'ai choisie. Alors, cette prépa, c'est pour le concours de l'ENS de Rennes, donc département droit, économie, management. Mais en deuxième année, on a aussi la possibilité de passer les concours de l'EDEC, d'école de commerce, mais pas toutes, seulement l'EDEC et l'EM Lyon. Et ensuite, ça ouvre la voie à d'autres filières sélectives dans le droit, telles que les magistères, ou alors continuer tout simplement dans une licence 3 de droit ou de sciences politiques, par exemple.
Nickel, donc ça ouvre quand même pas mal de portes, mais on y reviendra juste Énormément. après. Merci beaucoup Florian. Thierry, ma première question, elle est pour toi. C'est quoi concrètement le quotidien quand on est avocate actuellement? C'est quoi? Mmh. Bah, comme tu le disais, je vais parler de mon quotidien parce que ça dépend évidemment de la matière dans laquelle on exerce. Moi, j'ai choisi un quotidien de petit cabinet. Je voulais pas de la grosse structure anglo-saxonne ou française, ça existe aussi. Je voulais pouvoir suivre mes dossiers du début à la fin, parler avec les clients, tout faire. Et plaider, surtout. Et donc, pour cela, j'ai choisi une activité contentieuse. C'est-à-dire que dans mes dossiers, parfois, on est amené à passer devant un juge parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les parties adverses dans des cadres de transactions amiables. Donc, mon quotidien, j'arrive, si j'ai pas audience le matin, parce que c'est souvent le matin, au cabinet, je regarde mes mails, je traite mes dossiers. Traiter les dossiers, c'est voir dans chaque dossier où on en est. En ce qui me concerne, c'est obtenir des indemnisations, mon objectif pour les victimes d'accidents. Donc, si je suis à l'amiable, je vais regarder si l'assurance a répondu à ma proposition d'indemnisation. Ça peut être aller en expertise pour évaluer les préjudices des personnes qui ont subi des accidents. Ça tant à l'amiable qu'en expertise judiciaire. C'est du téléphone avec les clients, c'est du téléphone avec les greffiers, avec les assurances, avec plein de monde. Donc c'est un rythme soutenu. Honnêtement, voilà, j'ai choisi aussi une petite structure parce que je voulais pas de fin à minuit, 1h du matin, comme ça peut être le cas dans certaines spécialités. Je pense au fiscal, aux affaires. C'est pas toujours 1h du matin, mais voilà, ça peut être des horaires bien plus longs. Mais moi, je voulais avoir cette maîtrise-là et les cabinets à taille humaine, comme on dit, permettent ça. Donc, c'est vrai que je peux terminer au plus tard à 19-20 heures, ce qui est tout à fait correct, mais ce sera un rythme continu pendant toute la journée. Et justement, oui, continue, dis-moi. il n'y a pas de problème. Ça m'empêche rien d'autre à dire. Justement, j'avais une autre question sur cette même thématique. C'est est-ce que à la fin des études d'avocat, on se spécialise directement ou comment Alors, ça se passe la spécialisation? la spécialisation, déjà, c'est un mot qu'on ne peut pas trop employer tant qu'on n'est pas spécialiste. Et la spécialité, c'est un autre diplôme encore. Le Master 2, c'est pas la spécialisation, c'est un diplôme qui va pouvoir permettre à l'étudiant d'avoir plus de connaissances dans une matière, c'est certain. Et après, il pourra continuer et se présenter en stage ou en collaborateur dans des cabinets qui traitent cette matière principalement. C'est une possibilité, c'est ce qui permet de s'axer sur une seule matière. Donc ça, c'est dès le Master 2, parfois dès le Master 1. Il y a de plus en plus de M1 qui se complètent avec des M2, en fait, des M2 en 2 ans, ça s'appelle, qui permettent déjà de choisir une matière particulière, pénale, droit rural, droit de la famille ou privé général quand on ne sait pas trop. Ça, c'est possible aussi de se garder un petit peu ça. Et ensuite, si jamais, pour les plus motivés, mais ça, c'est au moins 4 ans d'exercice de barreau, on peut passer la spécialité qui permet de s'appeler spécialiste. Mais vous pourrez faire attention sur les sites de tous les cabinets. En général, ils vont mettre domaine d'intervention, compétences, matière, mais ce ne sera pas spécialité. Alors, est-ce que ça présage plus ou moins bien des compétences de l'avocat dans sa matière? Non. La spécialité, c'est en fait présenter des dossiers qu'on a pu traiter dans sa carrière et montrer que voilà, on est vraiment en place sur tel ou tel sujet, mais on peut être tout à fait compétent sans être spécialiste forcément. Donc voilà, la manière de s'axer, c'est dès le Master 2, puis le stage. Comme dans tout en fait, si un sujet, vous allez multiplier les expériences dans ce sujet pour être de plus en plus compétent jusqu'à vous installer là où vous êtes bien. Ça marche. En tout cas, cette notion de spécialité était importante à rappeler aussi, donc merci d'avoir précisé. On va essayer de réaccueillir Thomas. Est-ce que ça marche un peu mieux? Est-ce que Thomas, tu nous entends? Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend super bien, on te reçoit super bien. Donc on va en profiter pour revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis le baccalauréat? Oui, bah moi du coup,
Je suis parti tout d'abord en PACES, ça s'appelait PACES, je crois que ça a changé de nom aujourd'hui. C'était première année aux études de santé, où je me suis vraiment pas senti à l'aise, c'était pas du tout ce que je recherchais au final. Puis je suis allé en droit un peu par dépit. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais une université, parce que du coup, moi, je suis originaire de la frontière entre la France et l'Allemagne. Et il y avait une école de droit à l'université allemande qui proposait un cursus franco-allemand. Et étant donné que j'avais déjà fait un avis-bac qui est l'équivalent, enfin, c'est le bac français et l'abitur allemand, je me suis orienté là-dedans. J'ai fait du coup une double licence de droit franco-allemand, 2 ans en Allemagne et 1 an en France, où vraiment je me suis découvert une vraie passion pour le droit. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant, avec de la recherche constante. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et à la fin de ma licence, j'ai hésité entre me diriger vers un master droit des affaires ou un master droit notarial. Je suis finalement parti dans le notariat. Et j'en suis très satisfait. Et j'ai terminé du coup il y a 1 an et demi mon master de droit notarial et je suis entré à l'Institut national des formations notariales, INFN, pour obtenir le diplôme de si tout se passe bien à la fin de l'année. Voilà. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Pareil, on aura l'occasion d'y revenir juste après. Il y avait une première question dans le chat, plus pour toi, Tiffany, je vais l'afficher, c'est de Paul. Il faut choisir quelle spécialité au lycée pour faire des études d'avocat en droit des affaires. Donc maintenant, tu sais, le bac, c'est en spécialité. Non, Dans quelle matière faut je être me rappelle à quoi ça ressemble le bac aujourd'hui, parce que j'ai peur de mal répondre. dans quelle matière, tout simplement, tu penses qu'il faut être assez bon et privilégié? Je pense pas qu'il y ait une matière où il faut être bon au bac qui indiquera qu'on sera bon en droit et qu'on aura le diplôme d'avocat, honnêtement. C'est des raisonnements logiques, c'est du français. Le plus, c'est de rédiger correctement, sans faute, sans trop de fautes. Et les maths sont une bonne aide aussi. L'histoire aussi, de la culture G, c'est un peu de tout. Il faut être un peu bon partout. C'est un peu de tout. Il faut être un peu bon partout, mais surtout ne pas affaire. Oui, la question c'est affaire. Donc maths, quand même un petit peu. Il y aura quelques chiffres. Je ne dis pas que ça va être des intégrales que vous ferez en tant qu'avocat d'affaires, mais quelques chiffres quand même. Ne pas avoir peur de ça. Donc voilà, toutes les matières sont bonnes à exploiter au lycée, je pense, pour ensuite faire avocat. Parce que les études de droit n'auront absolument rien à voir avec ce qui est enseigné de manière générale au lycée, je pense. Nickel, merci beaucoup pour cette réponse très claire, Tiffany. J'ai une petite question pour toi, Timothée, plus. Qu'est-ce que tu conseilles, pour le coup, pareil comme matière qu'il faut privilégier, quelle spécialité pour entrer à Sciences Po? Est-ce qu'il faut suivre ton parcours et ton chemin? Alors, j'aurais pas du tout l'arrogance de dire qu'il faut suivre mon parcours ou mon chemin. Je pense que l'avantage aussi de Sciences Po, c'est qu'ils sont très très ouverts sur les specs que vous prenez. Bon, il y a un incontournable qui est quand même un peu ce qu'a pris aussi Florian, c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, je crois, à GGSP, qui pour le coup correspond vraiment à ce qui est le fondement du cursus de Sciences Po en fait, et ce qui est aussi le fondement de 2 matières de concours, en fonction des concours que vous choisissez. C'est voilà, de l'histoire, de la science politique, de la sociologie un petit peu, de la géopolitique, donc ça c'est vraiment la base. Et après, moi j'ai fait maths, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait SES aussi. SES littéraire, hein, quelque chose qui est philosophie ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des langues étrangères. Pour le coup, on va dire que c'est vraiment pas ce qu'ils vont regarder en priorité. Et après, il faut aussi faire une distinction, c'est qu'il y a le Sciences Po sur concours et le Sciences Po sur dossier. Du coup, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le sur dossier, c'est à Paris. Sciences Po Paris est sur dossier, alors que les autres sont sur concours. Et du coup, les matières que vous allez devoir privilégier ne sont pas les mêmes, sachant que sur le dossier, il va être plus, ça va être plus facile de valoriser des matières différentes, donc que ce soit les maths, que ce soit même de la physique, SVT.
Tant que vous montrez un intérêt pour les cours qui sont enseignés à Sciences Po et que vous montrez un projet clair qui va être motivé et qui va véritablement montrer qu'il faut faire Sciences Po et pas autre chose, c'est ça qui va être valorisé, en plus d'une certaine capacité à parler d'actualité, de parler de questions contemporaines qui peuvent être très très larges ou très très précises en fait. C'est une question de culture générale beaucoup, et niveau spé, à part vraiment sur histoire géopolitique que je recommanderais assez chaudement déjà parce que c'est une très bonne spé, vous êtes assez libre. Et justement, j'avais une question, tu parlais des concours. Bon, toi, tu l'as pas passé à cause, de l'année covid, mais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces concours, du coup, en IEP, Institut, d'études politiques, en région? Comment ça se passe? Ce que à quoi en quoi consistent les écrits? Alors du coup, moi, j'ai parlé que du concours commun qui concerne du coup les 7 IEP. Donc c'est-à-dire, normalement, il y a 10 IEP. Donc, et là, le concours commun concerne tous les IEP sauf Paris, Bordeaux et Grenoble. Et du coup, ça, c'est un concours qui a 3 épreuves. Donc, histoire, questions contemporaines et langue étrangère. Donc, questions contemporaines, à chaque fois, du coup, c'est histoire, questions contemporaines, pardon, 3 heures et anglais 2 heures. Et question contemporaine, c'est vraiment très pluridisciplinaire. Il va falloir savoir réfléchir sur des enjeux très larges. Histoire, c'est de l'histoire. C'est juste que c'est plus poussé qu'au lycée et qu'il faut être très très solide sur les connaissances. Mais sinon, c'est de l'histoire. Pareil, enfin, que ce soit anglais, espagnol, etc. C'est des langues étrangères. Il faut savoir s'exprimer dans la langue étrangère, savoir, pareil, se prononcer sur des questions assez simples, mais en langue étrangère et de manière assez, assez développée. Maintenant, question contemporaine, on va dire que c'est vraiment une question d'être face à un sujet et de trouver une manière, un raisonnement logique pour répondre à la question en montrant les connaissances. Et ça, pour le coup, c'est vraiment c'est question de réviser, suivre l'actualité tous les jours et ça va surtout être la réparation concours, en fait. C'est vraiment de la prépa. Et justement, tu soulignais, les langues étrangères. Je pense, Tiffany, je voulais te poser une question. Est-ce que, l'anglais est primordial quand même quand on veut être avocat et quand on se destine à être avocat? Non, vraiment pas. Je peux pas dire que c'est primordial. On a reçu une demande de contact d'une potentielle cliente il n'y a pas très longtemps qui nous a dit qu'elle parlait anglais. Et là, c'était la panique au cabinet. Tout le monde demandait à tout le monde, quelqu'un parle anglais? Moi, ça va, je me débrouille, je me suis sentie de l'apprendre, mais dites-vous qu'elle nous était adressée par un autre cabinet parce qu'il ne se sentait pas de parler anglais avec elle. Attention, encore une fois, aux spécialités, enfin, au domaine d'intervention. Moi, ce que je fais, c'est du droit français pour des accidents qui se sont déroulés en France ou qui impliquent des Français. Donc, ça se passera devant des juridictions françaises. Et les assurances que je vais solliciter, elles seront en France, on parlera français. Si vous faites du droit international, du droit des affaires, là, il y a plus de chances qu'il fallait quand même maîtriser un petit peu l'anglais. Mais les études sont en français. Après, j'imagine que si c'est le droit international qui vous intéresse, vous n'êtes pas trop effrayé par l'anglais de manière générale. Mais voilà, si vous comptez exercer en France, pas de raison que ça soit un élément bloquant. Ah, faut pas que ça soit un frein, faut pas que les étudiants aient peur, ça marche. Merci beaucoup Tiffany pour ta réponse. J'avais une question, pour toi Thomas. Est-ce que quand on veut devenir notaire, on est obligé de passer par cette phase de stagiaire notaire? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est cette phase? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi la phase que je suis en train de faire actuellement et effectivement ça s'appelle notaire stagiaire. Alors il y a 2 voies, après le master en fonction du master qu'on a pris. Soit on a été dans un master droit notarial et à ce moment-là, on parle du diplôme supérieur du notariat, l'entrée de droit à l'INFN, après ce master et pendant 2 ans, on suit, 4 semestres réalité à l'INFN un jour par semaine et le reste du temps, on est à l'étude et on travaille aux côtés d'un notaire en temps normal. D'un autre côté, il y avait pour les étudiants des autres masters une autre voie, le DMN, je crois, il me semble, enfin, c'est la voie professionnelle plutôt, où là, en fait, c'est sur concours. Tous les étudiants qui ont un master 2 en droit, peu importe lequel, peuvent le faire. Donc, c'est très intéressant et ça permet d'ouvrir un petit peu.
Le souci, donc c'était un peu après le même système. Le souci, c'est qu'on a eu une grosse réforme sur la formation notariale qui entre en vigueur, il me semble, à la rentrée. Ouais, c'est ça, c'est à la rentrée de septembre. Les deux voies, donc la voie universitaire et la voie professionnelle, vont fusionner. Et il n'y aura plus qu'une seule voie. Donc, où, là encore, si vous sortez d'un master droit notarial, vous rentrez de droit. Et pour le reste, s'il y a encore de la place, ils prendront des étudiants ou d'autres masters. En sachant que par cette nouvelle voie-là, on aura de nouveau 24 mois, donc 2 ans, plus encore 6 mois qui ont été rajoutés avec une vision internationale. Donc ces 6 mois sont sur option pour faire un stage à l'étranger, en plus de la formation initiale. Ça marche. Merci beaucoup Thomas pour tes réponses à ces questions. Et Florian, justement, j'allais revenir vers toi parce que j'avais une petite question. Comment on fait pour rentrer dans ta classe prépa? Est-ce que c'était uniquement sur Parcoursup? Comment ça s'est passé? Alors, la grande majorité des prépas D1, c'est en effet sur Parcoursup, mis à part quelques prépas privés. Mais ça reste une formation publique dans des lycées. Alors, il y en a environ une vingtaine en France. Et la richesse d'ailleurs de ce parcours, c'est qu'il est en même temps à la fac. Donc, par exemple, moi, dans mon parcours, je suis aussi à la fac de Nanterre. Donc, il y a aussi cette inscription qui est prévue dans la fac où il y a une convention qui est faite avec la prépa lors de l'admission dans cette classe préparatoire. Et par exemple, il y a d'autres classes préparatoires à Paris qui sont en relation et qui ont une convention avec la Sorbonne, ce qui laisse une place, ce qui permet d'augmenter ses chances de rentrer dans ces prestigieuses facs, ou alors une autre prépa qui est, elle, cependant privée, qui permet de rentrer à Assas. Nickel. Merci beaucoup pour la réponse. Et j'avais aussi une autre question sur les classes prépa en général, mais du coup, plus sur la tienne. Est-ce qu'il y a un esprit de concurrence entre les élèves? Comment ça se passe? Parce que c'est souvent ça qu'on entend aussi comme stéréotype dans les classes prépa. Alors, c'est cliché en prépa, je suis aussi rentré avec ces clichés en pensant qu'il allait y avoir une grande concurrence, qu'il allait y avoir des classements à chaque DS. Après, chaque prépa est différente, mais la grande différence de cette prépa, des prépas D1 en général, c'est que tous les élèves ne veulent pas forcément le même concours et ont tellement des voies différentes qu'il y a moins cet esprit de compétition, vu qu'on n'est pas en compétition pour une école en particulier, vu qu'on a tous des parcours différents. La prépa est loin d'être une fin, mais plus qu'un moyen pour avoir des parcours souvent sélectifs, que ça soit par exemple en droit des affaires ou en relations internationales. Donc, très peu de concurrence et plutôt un grand esprit de solidarité face à la quantité de travail par moment. Et c'est très appréciable de voir ces clichés un peu balayés quand je suis rentré en prépa. Et justement, c'est les écoles qui vous inscrivent directement au concours ou c'est à vous de vous-même d'aller vous inscrire? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une répartition des étudiants sur les différents concours qui s'offrent à vous? Alors, le concours de l'ENS, donc qui est l'objet de la prépa, on a une obligation d'y postuler. Donc, et ensuite, les autres concours comme l'EDEC, c'est un choix personnel. C'est du travail en plus, car toutes les matières ou les épreuves en tant que telles, par exemple pour l'EDEC, il y a une contraction de texte en anglais qui est une épreuve bien différente de ce qu'on prépare pour le concours. Donc là, c'est une préparation supplémentaire à avoir de son côté. Et c'est un choix qui relève souvent de 10-15% de chaque promo. Alors j'avais une question de Paul, je ne sais pas si ça te concerne toi Florian, je pense qu'elle est tombée là. Est-ce que faire une double licence en droit rajoute une charge de travail importante? Je pense que déjà en prépa, la charge de travail est très très considérable, non? Alors la charge de travail est importante, mais le fait d'avoir la faculté en plus, sachant que à la fac, donc je suis une licence 1 de droit, on n'a qu'un certain nombre de matières. On n'a que 2 matières à la faculté et le reste à la prépa. Ce qui fait qu'on a deux types de cours différents entre les deux cursus. Et lorsqu'on est à la faculté, on suit, par exemple, à Nanterre, les mêmes cours que ceux qui suivent la double licence droit philosophie ou encore droit économie. Donc, on suit le droit constitutionnel et le raisonnement juridique premier trimestre et la responsabilité civile le second trimestre. Donc, le fait d'avoir la fac permet de relâcher la quantité de travail, car ce qui est fait à la prépa permet d'appréhender la fac plus facilement.
Et il y avait une statistique qui était très intéressante sur notre prépa, c'est que 95% des gens qui sont des élèves qui sont dans notre prépa obtiennent leur licence 1, leur licence de droit en fin d'année, alors qu'en licence plutôt classique, il y a seulement 35% qui valident leur première année. Donc, passer par la prépa juste pour valider et acquérir un réel bagage de connaissances juridiques, passer par la prépa peut être réellement intéressant. Et par contre, c'est pas toutes les prépas qui proposent de faire ce cursus en double licence, c'est ça? Ah, c'est vraiment l'objet OK. de la prépa D1. Alors, il y a OK. certaines prépas, je peux penser notamment à celle de Cachan, qui, au lieu d'une licence 1, c'est une licence AES qu'on fait, qui est faite en parallèle, mais qui prépare également à l'ENS comme fin au bout des OK. 2 ans. Merci beaucoup pour tes réponses. Il y avait une petite question pour toi, Timothée. Hop, elle va s'afficher juste ici. Je te passe en haut de l'écran. Pour Sciences Po, il y a différentes catégories, je pense. Mathilde parle de s'il y a différentes filières possibles quand on rentre en Sciences Po. Alors, du coup, on rentre. Alors, il y a différentes. Ça dépend. À Sciences Po Lille, il y a plusieurs filières de langue. Il y a des filières, du coup, franco-italiennes, franco-britanniques, franco-allemandes et franco-espagnoles. Mais si c'est pour une question de matière, du coup, on rentre tous à Sciences Po par la même filière, en fait, par la même entrée, et on se spécialise à partir du master. Donc, on va rentrer, on va avoir un tronc commun qui va être similaire pendant les 2 premières années. Après, on va partir, comme là je suis actuellement, en 3e année à l'étranger. Et la spécialisation, du coup, les différentes catégories de matières, elles se font au master. Et ça va, c'est très très large. Ça va des affaires publiques, du droit, avec potentiellement un cursus après pour faire l'ENM aussi, après une prépa, jusqu'à des métiers dans les enjeux de l'écologie, la sociologie pour être chercheur, chercheuse. C'est très très vaste et pour le coup, les catégories, elles ne se font pas à l'entrée, mais plutôt à la sortie en fait. Nickel. Et justement, j'avais une question aussi sur Sciences Po plus globalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais en cours? C'est quoi l'objet des cours vraiment à Sciences Po? Alors, du coup, pour prendre un peu le plan de ma première année, il y a de la sociologie, de l'histoire, de la science politique, des relations internationales, du droit. Après, on fait du droit européen, on fait aussi de l'anglais, de l'espagnol, des langues, et c'est ça. Et après, c'est plus ou moins tout ce que je me rappelle. Il y a de l'économie aussi, pardon. Il y a de l'économie. Et voilà, il faut savoir que sur chaque cours, on a une conférence de méthode et un amphi. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Nickel, merci beaucoup. Tiffany, on va essayer de prendre quelques questions avec toi. Il y avait pas mal de questions Ouais. sur ton métier. Une question très simple. Christelle qui nous demande combien d'années d'études il faut pour faire avocat? Combien d'années d'études? Je peux faire le parcours warrior parfait et le parcours classique plus détente. Le warrior parfait pouvait être avocat, on l'a dit au début, passer le CRFPA avec un master 1, avec une maîtrise. Donc ça fait 4 ans. Si vous êtes vraiment un warrior, vous finissez votre master 1 à l'été, juin, vous pouvez passer le CRFPA en septembre, donc préparer pendant l'été. Vous l'avez parce que vous êtes un warrior. Du coup, vous arrivez rentrer en CRFPA l'année suivante. Ça fait 4 l'année. L'école, c'est 1 an et demi. 6 mois de cours, 1 an de stage. Donc, vous êtes à 5 ans et demi. Vous l'avez évidemment parce que c'est beaucoup plus facile que le passage du barreau, du CRFPA. Et vous prêtez serment la rentrée suivante. Donc, on est à 6 ans. Avec un parcours parfait, 6 ans. Faites un parcours parfait sans prendre 1 minute de pause. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 5 ans avec mon master 2. J'ai pris 1 an pour préparer le barreau et je l'ai loupé la première fois. Donc je suis à 6. Je l'ai repassé la deuxième fois en septembre suivant. Je l'ai eu. On est 7 pour avoir le barreau, puis 1 an et demi d'école et prestation de serment 8 ans et demi. Voilà, mais il faut pas que aussi les élèves se mettent la pression. Enfin, on peut prendre le temps qu'il faut. On peut repasser même plusieurs fois certaines étapes, c'est ça? 3 passages, ouais. 3 passages possibles du barreau. C'est hyper fréquent de le louper la première fois, donc pas de panique si ça vous arrive.
vous l'aurez la 2e fois ou la 3e fois. Mais voilà, vous l'agencez comme vous voulez. C'est très fréquent, hein, les gens qui le passent avec juste un été de préparation. Ça peut réussir. Il y a 20-30% de réussite de manière générale. Je ne saurais pas quelle est la part de ceux qui l'ont préparé en un an et en un été, mais voilà, c'est adaptable à votre profil. Ça marche. Merci beaucoup pour tes réponses. On a aussi une question de Benjamin. Bon, c'est pour le métier de juge. Je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais est-ce que Oui, le juge, c'est un métier beaucoup de j'imagine, travail, je pense. c'est d'imaginer, j'ai discuté avec quelques-uns. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Dites-vous que si moi je prépare une audience pour mon client, bah, la partie adverse le fait pour son client, et ça c'est si on est deux. S'il y a d'autres parties, bah, c'est pour autant de clients. Et le juge, il doit prendre connaissance des arguments de tout le monde. Donc c'est autant de travail que d'écriture à étudier. C'est très intense. Les retours que j'ai de la plupart me disent que voilà, ne comptent pas vraiment leurs heures. C'est un métier passion, comme on l'appelle. Métier, on donne tout sans vraiment trop compter parce qu'il n'y a pas assez de juges, premièrement, et que du coup, leur charge de travail est astronomique. Mais là, ça dériverait sur de la politique si je veux lancer là-dedans. Je vous encourage à faire juge. Il nous faut plus de juges. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est passionnant. J'exclus pas de tenter de passer de l'autre côté aussi à un moment donné. C'est possible de commencer avocat et d'enchaîner avec juge. Donc, c'est dire à quel point c'est attrayant parce que bah voilà, c'est au cœur de la matière. C'est une autre fonction avec une autre pression, mais c'est passionnant. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe de avocat à juge? Il y a une formation à faire en plus? Comment ça se passe? Alors, je ne me suis pas vraiment bien renseignée là-dessus. Je sais que c'est possible, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Je sais qu'il y a plusieurs types de concours. Il y a le premier concours pour les étudiants pour accéder à l'UNM, après la fac. Il y a la voie, et je me demande s'il n'y en a pas une qui a été supprimée récemment. Ça change pas mal, mais il y a la voie après expérience professionnelle. Je crois que c'est au bout de 10 ans, minimum, quelque chose comme ça. Je pourrais pas vous donner plus de détails. Nickel. Merci beaucoup. Il y avait une petite question pour toi, Timothée, de Mathilde. Est-ce que c'est conseillé de faire une prépa avant le bac, après le bac, avant Sciences Po? Et si oui, est-ce que tu connais des prépas qu'elle pourrait faire, Mathilde? Alors non, c'est pas conseillé de faire des prépas avant Sciences Po, parce que déjà, en fait, pour Sciences Po Paris, ils ne prennent pas après prépa. On va dire, enfin, pour ce qui est de l'admission directement en première année, hein, parce qu'après, les admissions en master, ça c'est différent et je suis pas en master, donc je pourrais pas trop me pencher dessus. Mais pour ce qui est de l'admission en première année dans tous les Sciences Po, il est possible de rentrer en bac+1, sauf à Paris. Mais l'idéal, c'est de passer de rentrer dès le bac. En fait, généralement, c'est plus ou moins 50-50. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à rentrer directement après le bac, n'hésitez pas à faire une prépa. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est les prépas BL. Prépa BL, donc plutôt, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un peu économie sciences sociales, ou prépa AL aussi, donc prépa littéraire. Mais si vous avez la possibilité de rentrer directement après le bac, que ce soit pour les IEP de province ou pour Paris, c'est quand même beaucoup mieux parce que vous gagnez un an. Et surtout, ça fait beaucoup. Et même à Paris, en fait, c'est pas possible de rentrer après un prépa. Donc, si vous en avez l'occasion, commencez à préparer dès la terminale pour l'avoir au moment du bac. Nickel. Bah ouais, ça c'était quand même des choses à savoir avant. Merci beaucoup, Timothée. J'avais une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, ton quotidien quand tu es à l'école? Comment on apprend le métier de notaire à l'école? Alors, à l'école, à l'INFN, là, du coup, ou en Exactement, ouais. master? À l'INFN. Ok. En fait, l'INFN, il répartit ça en 4 semestrialités. On a droit des régimes matrimoniaux, où donc en fait c'est une journée et on voit à chaque fois la même matière sur tout le semestre. Le premier semestre à Paris, donc ça varie, c'est toujours les 4 mêmes matières, mais en fonction du nombre et de l'endroit où est l'INFN, ça peut être, on peut commencer par famille, c'est jamais le même ordre. À l'INFN de Paris, on commence par droit des régimes matrimoniaux, donc c'est et droit des successions. C'est tout ce
qui est les mariages, comment on va partager lorsqu'il y a un divorce, comment on va s'occuper d'une succession logique. Ensuite, on a droit de l'immobilier où on voit un peu tout ce qui est vente d'immeubles, vente de la construction, les bails et tout ça. Et on a une troisième semestrialité, celle que je suis en train de faire, qui est acte courant, où là, on voit un peu de tout, de l'adoption, du fonds de commerce, des sociétés un petit peu, mais c'est surtout réservé à la dernière semestrialité qui porte effectivement sur les sociétés. Donc on voit un large panel des choses que le notaire devra être pratique. On voit quand même que les cours sont variés. Et comment on passe justement du master à cette école-là? Il y a un concours, une épreuve à passer? Non, justement, alors c'est un peu là où c'est différent de l'école d'avocat où là on a un concours. Quand on sort d'un master de droit notarial, on a une entrée de droit à l'INFN. Donc le point un peu compliqué, on va dire, c'est juste de trouver un stage dans les études parce qu'en fonction de la conjoncture économique, donc là, les dernières années, ça allait très bien. Tout le monde trouvait un stage avant même de sortir du master. Aujourd'hui, c'est vraiment là où les étudiants ont plus de mal, ou même ceux qui ont des stages ont du mal à le garder. Parce qu'en réalité, on dit notaire stagiaire, mais c'est pas vraiment un stage. On est tous sous CDD ou sous CDI. C'est un vrai contrat de travail avec votre employeur qui sait que vous avez une journée de cours dans la semaine. Donc ça, c'est à vous, c'est une sorte un peu d'alternance, c'est à vous de la trouver et de vous C'est ça. renseigner tout seul. C'est ça, tout à fait. Donc en général, tous les masters de droit notarial ont des partenariats, enfin surtout à Paris, avec il y a des très grosses structures dans le notariat, donc il y a des partenariats qui sont faits et effectivement c'est pas compliqué. Enfin, je sais que moi dans ma promo il y a 1 an et demi, avant qu'on ait fini, tout le monde avait son stage. Maintenant la promotion qui a suivi, c'était plus compliqué. Il y a eu des gens qui ont eu du mal à trouver. En sachant qu'après, c'est pas justement comme on rentre de droit, c'est pas grave si vous mettez 6 mois, 1 an et demi à trouver un stage, puisqu'après, dès que vous avez trouvé un stage, vous pouvez vous inscrire à l'INFN et démarrer votre formation. Nickel. Et justement, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas l'oublier, c'est obligatoire pour devenir notaire de passer par cette étape-là du stage. Ouais, Vraiment. oui, tout à fait. Il y a pas d'autre. En fait, il y a pas d'autre voie. Il y avait donc ces 2 voies, la voie universitaire, la voie professionnelle. À partir de la rentrée, c'est la seule possibilité. Il y a encore d'autres possibilités, mais alors là, je m'y connais pas très bien. Lorsque vous êtes clerc de notaire collaborateur et il me semble qu'il faut avoir fait un BTS. Donc là, il y a plusieurs voies. Soit vous avez de l'expérience professionnelle, je crois que c'est 5 ou 10 ans, et à ce moment-là, il y a un concours externe, mais comme dit, je le connais pas bien. Et après, si vous n'avez pas fait de licence en droit, vous pouvez avoir fait un BTS métier du notariat, que vous enchaînez par une licence professionnelle, et une fois que vous avez la licence pro, vous pouvez candidater et revenir en fait dans la boucle en faisant un master droit notarial, puis l'INFN. Nickel. Merci beaucoup pour tes réponses, Thomas. J'avais une petite question pour toi, Tiffany. C'est plus personnel. Comment tu as su, comment tu as eu le déclic que tu voulais devenir avocate? Honnêtement, il y a une grande part d'ignorance dans les autres métiers du droit. On arrive à la fac de droit, tu peux peut-être le confirmer, Thomas. On nous présente pas vraiment tous les métiers sur lesquels peuvent déboucher nos études de droit. Et je me rappelle d'ailleurs, premier TD en L1, le chargé nous demande: vous voulez faire quoi plus tard? Qui veut être avocat? Donc on est quelques-uns à lever la main, pas tous. Et moi, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire les autres, quoi. Ouais, peut-être juge, notaire, on connaît, c'est un métier assez connu, mais greffier, on n'en parle pas du tout. Commissaire-priseur, enfin, tous les autres métiers sur lesquels ça peut déboucher. Donc, honnêtement, c'était, j'ai fait droit pour être avocate. Alors du coup, ça décale la question, pourquoi j'ai fait droit du coup
Le côté général, le côté connaissance des institutions, ça me plaisait bien, ça connaître un peu les rouages de la loi, le côté défense, le côté plaidoirie. À 18-19 ans, c'était vraiment toute l'image, tous les attributs qu'on a en tête quand on regarde Ali McBeal, Suits à la télé. Tout ça, ça me plaisait bien. Et ensuite, restait à savoir quel domaine, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'avais aussi une question, parce qu'il y en a pas mal qui se posent la question. Concrètement, ça veut dire quoi quand on est avocat commis d'office? Est-ce qu'on est obligé de passer par cette case-là? Enfin, comment ça se passe? Non. Alors, avocat commis d'office, c'est connoté pénalement déjà, commission d'office. Il y a à peu près le même système en civil, ça s'appelle l'aide juridictionnelle. Pour les personnes qui ont des revenus en dessous d'un certain seuil, l'État propose la désignation à l'aide juridictionnelle ou la commission d'office d'un avocat. Quand on est au pénal et qu'on arrive en garde à vue, on est le gardé à vue. On n'a pas d'avocat. Est-ce que vous avez un avocat, monsieur, madame, ou vous voulez qu'on vous en désigne un? J'en ai pas, j'aimerais qu'on en désigne un. Et là, en fait, c'est un avocat parmi ceux qui sont inscrits sur une liste de désignation pénale, donc qui sont un peu des réservistes de la défense pénale qui sont appelés et qui vont défendre la personne qui est en garde à vue. Et il y a la même chose du côté civil, mais là, du coup, on a plus de temps, on n'est pas en garde à vue. On va dans ce qu'on appelle le bureau d'aide juridictionnelle dans les tribunaux, et là, on remplit un dossier pour avoir un avocat pour la procédure qu'on veut mettre en place. Donc il faut quand même rappeler au chat et pendant ce live qu'on n'est pas obligé de s'inscrire sur ces listes-là dès qu'on sort du métier d'avocat. Non, on n'est pas obligé. Mais je le conseille fortement. En fait, au début, quand on démarre, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients, simplement, et d'avoir des dossiers à soi. Parce que vous pouvez travailler pour un cabinet, ça ne veut pas dire que ce sera vos dossiers, ce sera les dossiers du cabinet. Et j'ai l'intime conviction qu'on se sent vraiment avocat quand on gère ses propres dossiers, quand on signe ses actes. Et le meilleur moyen, enfin le moyen le plus facile en tout cas de démarrer, c'est celui-là. Donc à Paris, c'est possible. C'est encore plus possible dans les barreaux autres que Paris. Moi, je suis à Nanterre. Et c'est très simple pour le civil de s'inscrire, de recevoir des dossiers. Pénal, il faut justifier d'une formation pénale, normale. Et voilà. Et je recommande. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Merci beaucoup, Tiffany. J'avais une petite question pour toi, Florian. De ta prépa, est-ce qu'on vous parle un peu Mes écouteurs se sont déconnectés. Est-ce que je vous entends? Nickel, je vous entends. Est-ce que à la sortie de ta prépa, on vous parle un peu des métiers qui sont possibles de faire après les écoles qu'on vous prépare au concours? Alors oui, exactement. Tous les lundis soirs, on a une conférence, alors d'habitude de culture générale, mais très souvent, on a l'occasion des anciens de la prépa qui ont fini, qui sont maintenant dans le milieu professionnel ou qui sont encore en études, en master. Ils viennent nous présenter leur parcours. Par exemple, ce lundi, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 heures d'échange avec des diplomates qui sont passés par la prépa et qui ont réussi le concours du Quai d'Orsay. Donc c'était très enrichissant de connaître toutes ces voies possibles. On a aussi des avocats en droit des affaires qui sont venus présenter leur cursus, et on a vraiment un panel de possibilités de formation possibles après cette prépa que les énumérer serait très long. Oui, donc c'est quand même une prépa qui ouvre à plein de voies et à plein de métiers possibles. Ça, faut le rappeler aussi quand même. C'est ça, le fait d'avoir aussi de l'économie à côté, d'avoir un enseignement en langue qui est quand même beaucoup plus renforcé qu'à la faculté, permet vraiment d'avoir un bagage très solide, une culture juridique importante. Par exemple, on ne fait pas que du droit civil en première année, on a une option qui est obligatoire, qui est soit droit public ou droit commercial, alors qu'à la faculté, on commence le droit commercial, pour mon cas, qui est l'option droit commercial, on le commence qu'en troisième année. Tout comme, par exemple, l'exercice du commentaire d'arrêt qui est acquis selon les facultés, mais souvent beaucoup plus tard qu'en première année. Dès le début d'année, on a été jeté dans le bain,
ce fut difficile au début de comprendre ce nouvel exercice, mais on a des compétences en plus avec ce commentaire, enfin, cette technique du commentaire d'arrêt ou encore le droit commercial et l'année prochaine, le droit des sociétés, qui fait que pour les stages, on peut demander des stages à la hauteur d'un L2 ou L3 en fin d'année. Nickel. Merci beaucoup, Florian, pour cette réponse, très intéressante. Et je vais passer à toi, Timothée, la même question. À la fin de Sciences Po, sur, quel métier on peut tendre, sur quel métier on peut aller? Alors, à la fin de Sciences Po, c'est vraiment très, très, très large. Donc, il y en a beaucoup qui font consulting, donc du conseil dans des. Ça peut être pour des entreprises qui se chargent du secteur public, privé, dans une gamme de domaines assez large. Ça peut être aussi tout ce qui est métier de l'administration publique, en collectivité territoriale, en ministère, en préfecture aussi. Il y a les concours administratifs, donc l'INSP, ancien ENA, les concours du Quai d'Orsay aussi, les concours de la sécurité sociale, directeur d'hôpital, etc. Il y a aussi des gens qui vont partir travailler à l'Union européenne, enfin au sein de l'Union européenne, pardon, donc à Bruxelles ou même dans des organes décentralisés de l'Union européenne. Et en fait, c'est très très large et il y en a qui choisissent de faire des choses complètement différentes, qui peut être aussi chercheur-chercheuse, professeur d'université ou de lycée. Hein. Il y a des gens qui sont agrégés et qui sont profs de lycée après. On va dire que les questions des débouchés, elles se posent pas trop. En fait, elles se posent plutôt de quel choix faire. Et il y a aussi beaucoup de passerelles pour éventuellement poursuivre des études et spécialiser dans autre chose si le domaine qui est souhaité n'est pas directement traité par Sciences Po. Mais c'est vraiment des débouchés très, 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 très larges. Et ça va aussi notamment du droit. Il y a des passerelles pour préparer le LM, comme je disais tout à l'heure, à tout ce qui est conseil, consulting, et bosser dans le privé aussi. C'est vraiment très, très large. Et c'est dur d'avoir en fait une idée de précisément lesquels on peut donner comme exemple parce que ça va vraiment du tout au tout en fait. Ça ouvre plein de portes et c'est aussi ça qu'il faut rappeler quand même. C'est une grosse force d'être à Sciences Po. On peut ressortir avec plein d'armes et plein d'atouts différents. Oui, tout à fait. Après, ce qui est parfois reproché à Sciences Po, c'est d'être spécialiste en rien, mais un peu, assez très polyvalent et spécialiste en rien. Et le but justement du master, c'est d'éviter ça. Et par contre, c'est vrai que pour un étudiant de Sciences Po en troisième année, n'est spécialiste en rien. Beaucoup n'est pas spécialiste en droit, n'est pas spécialiste en économie du tout. Mais c'est le but justement du master, c'est d'arriver à être à la fois très polyvalent de par les premières années et assez spécialisé dans le domaine de par le master. Nickel. Merci beaucoup pour tes réponses, Timothée. J'avais une petite question pour toi, Thomas. Si tu devais choisir un avantage et un désavantage au métier de notaire, tu choisirais lequel? C'est pas une question facile. En avantage, je dirais le contact humain. C'était l'un des points qui m'a fait aller vers le notariat. On est vraiment en contact avec les clients, surtout moi qui suis le droit de la famille. Je veux dire, on suit des familles, des enfants se marient. Après, évidemment, il y a des décès. C'est des choses moins joyeuses, mais où on les accompagne et je trouve que c'est très intéressant. Après, un point négatif dans le notariat, je réfléchis très rapidement. Par exemple, est-ce que c'est facile d'avoir une vie de famille à côté? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, après ça dépend. C'est vraiment tout dépend parce qu'évidemment, soit on est associé, soit et à ce moment-là, on est notaire et en plus de ça, on est gérant d'une société. Donc évidemment, c'est la vie de famille à côté va être difficile, mais pas impossible. Tout dépend comment vous gérez votre boîte. Et d'un autre côté, il y a des notaires salariés qui travaillent dans des structures importantes avec des gros dossiers. Je pense notamment à l'immobilier institutionnel où vous gérez des grosses acquisitions de grands groupes et où vous avez pour une vente des milliers de pages et un travail colossal où là, effectivement, ça recoupe un peu ce que Tiffany disait tout à l'heure avec les avocats en droit des affaires. Vous finissez très tard le soir et c'est pas rare.
Donc tout Et, dépend, mais je pense qu'on peut facilement trouver un juste milieu. et pareil, je te retourne la question, Tiffany. À ce métier d'avocate, est-ce que tu pourrais nous donner un inconvénient, mais aussi un avantage? Le plus gros avantage pour toi, c'est quoi quand on est avocate? Les moments que je préfère, c'est quand on gagne un dossier. Quand on gagne un dossier, après une belle bataille d'arguments juridiques et de chiffres avec la partie adverse, que ce soit par l'amiable ou parce que le juge tranche, et ça, l'annoncer à son client, il y a peu de choses que j'ai connues de plus satisfaisantes, honnêtement. Voilà. Pour nous, c'est un dossier parmi d'autres. Pour eux, c'est le dossier, c'est leur dossier, et je leur souhaite qu'ils n'en aient aucun autre dans leur vie. Donc, c'est évidemment impactant. Donc, ça Et, rejoint le côté humain. Euh, voilà, apporter ce soulagement aux personnes qu'on accompagne et une bonne réponse à leurs demandes. et si tu devais choisir un inconvénient? Et l'inconvénient, euh, bah, faut être bien organisé. Faut être bien organisé. Bah, c'est pas un inconvénient si on est quelqu'un de bien organisé, mais si on l'est pas, ça peut l'être. Donc, bah, c'est juste apprendre à trouver son organisation. Et ça, c'est pas la chose la plus évidente. Ce qui a marché pour l'organisation des études, des passages de concours, fonctionnera pas forcément pour ça. Donc, ouais, c'est plutôt ça parce que c'est ça qui va faire qu'on aura une activité apaisée et sereine et pas être en stress de se demander si j'ai pas oublié tel délai, j'ai pas oublié telle réponse, Nickel. etc. Merci beaucoup pour ta réponse, Tiffany. Il nous reste quelques minutes avant de terminer cette thématique. C'est passé super vite. Merci encore à tous les quatre. J'avais une petite question. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une anecdote à nous raconter sur peut-être quelque chose qui vous a profondément marqué, je sais pas, peut-être Tiffany, toi, le moment qui t'a le plus marqué dans le métier d'avocat, est-ce que c'est quand on prononce le serment, peut-être? Alors vraiment pas, parce que j'ai eu la chance d'être la génération Covid pour ça aussi. Et du coup, il n'y avait pas au moment où je devais prêter serment, les prestations, comme ça a repris depuis, hein, rassurez-vous, devant la cour d'appel, avec tout le monde, les familles, tout ça. Non, moi c'était par écrit et scanné au greffe. Donc non, c'était pas ça. La première plaidoirie, c'est toujours sympa. Non, et puis en fait, le plus marquant, c'est quand on est considéré comme avocat. Et ça, ça vient avec le contact client toujours. Les juges, les experts, ils vous appellent maître, le protocole, c'est comme ça n'a pas vraiment de valeur, quoi. Mais quelqu'un qui vous fait réellement confiance et vous sentez que voilà, vous suit et il est apaisé en discutant avec vous, là, ça Nickel. fait tout. Merci beaucoup, Tiffany. Est-ce que, Timothée, il y a comme ça une anecdote que tu as envie de nous partager, un moment marquant? Alors, peut-être tu vas nous parler aussi de ton échange en Finlande qui a été profondément marquant pour toi, je ne sais pas. Alors, moment marquant, je pense qu'il sera plutôt au moment de recevoir le diplôme dans 3 ans. Mais oui, sinon, effectivement, il y a le choix de destination en fait pour la troisième année qui a été bouclé il y a 1 an. Et oui, il est arrivé dans un nouveau pays, ça fait toujours bizarre, quoi. Sachant qu'on va rester là pour 1 an, qu'on connaît personne, que c'est une langue différente, que c'est une culture différente. Mais, euh, mais non, on va dire que c'est un gros choc. Mais je pense que le moment marquant de Sciences Po sera plutôt la remise de diplôme qui sera bientôt, enfin bientôt, dans 2 ans. Nickel. Merci beaucoup, Timothée. Est-ce que Thomas, toi aussi, tu as une anecdote comme ça à nous faire partager? Moi, je dirais qu'effectivement, comme c'était il y a longtemps que ça, il y a 1 an et demi, c'était, enfin même un peu moins 1 an, c'était la remise du Master 2 qui avait été très sympa. Et puis c'est un aboutissement, donc voilà, j'espère que je pourrais dire la même chose à la fin de l'année. Nickel. Merci beaucoup. Et toi, Florian, est-ce que tu as une anecdote peut-être dans tes cours, tu as fait un projet qui t'a profondément marqué, je ne sais pas. Tu as quelque chose à nous faire partager ce soir? Alors oui, bien sûr. Comme projet, on a pu faire un débat juridique, une simulation de procès avec notre prépa, une simulation des débats au Conseil constitutionnel pour la loi immigration. Donc
c'est des types de projets où on a pu prendre une demi-journée avec énormément de travail de notre côté. On n'aurait pas pu mener une telle simulation à la faculté. Et c'était vraiment une très grande partie de plaisir d'incarner des rôles et d'être face à un public pour défendre à cœur et sans passion notre position. Nickel, ça c'est des bons moments qu'il faut garder en souvenir. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors j'aime bien terminer par une toute dernière question. Est-ce que chacun de vous, vous avez un petit mot de fin à faire passer à tous les jeunes qui nous regardent, peut-être pour leur dire, allez, foncez dans les métiers du droit, foncez dans les métiers de la science politique. Je vais commencer par toi, Tiffany. Qu'est-ce que tu as envie de partager ce soir aux jeunes là qui sont en train de nous regarder ce soir? Lancez-vous et oubliez ce cliché absurde du par cœur en droit. C'est pas vrai. Il ne faut pas tout apprendre par cœur en droit. Vous pouvez, non. C'est une question de travail, certes, mais le par cœur, c'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit quand je pense à Et c'est un métier de passionné, ça aussi, il faut le rappeler quand même. Un métier de passionné. Enfin, en tout cas, pour ma part, et je pense que c'est ce qu'on cherche tous, un métier qui fait qu'on est content de se lever, qu'on n'a aucune boule au ventre le matin, on y va avec le sourire, et ça en fait partie. Pour ma part, en tout cas. Donc, n'hésitez pas une seconde si vous êtes attiré par ça. Merci beaucoup pour ce très beau mot de fin, Tiffany. Je vais enchaîner avec toi, Thomas. Est-ce que tu as quelque chose comme ça à faire partager ce soir? Ce serait un peu le même message si vous avez le goût d'apprendre. Je pense que vous vous retrouverez pleinement en droit. Nickel, merci beaucoup. Je vais continuer avec toi, Florian. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu conseilles aux jeunes de faire ta prépa aussi, peut-être? Bien sûr que je conseille mon cursus, il est très épanouissant, mais d'une manière plus générale, ce serait de ne pas se censurer lorsqu'on va mettre les vœux sur Sciences Po, sur Parcoursup, pardon, ne pas avoir peur de mettre une formation prestigieuse comme Sciences Po, par peur de ne pas se sentir légitime. Il faut tenter, il faut oser, et au pire, on pourra juste avoir le regret de ne pas avoir été pris et pas le remords de ne pas l'avoir mis au moment des vœux en fin d'année. Nickel, merci beaucoup pour tes mots, Florian. Je vais terminer avec toi et tu vas terminer et tu vas conclure ce live sur la partie des droits et des sciences politiques. Timothée, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message ce soir? Bah, écoutez, un peu comme Florian, Thomas et Tiffany, vraiment, faut pas se censurer. Sciences Po, c'est vraiment une école qui accueille beaucoup de gens très différents, avec des passés et des backgrounds académiques, on va dire, un peu très, très différents. Et ouais, pas se censurer, c'est très épanouissant. Et si vous êtes curieux, vous allez adorer. Surtout, oui, travailler Sciences Po en terminale, c'est un poids, mais c'est aussi se libérer d'un poids pour plus tard, parce que c'est une passerelle pour 5 ans, et c'est un ticket pour 5 ans après, sans avoir à passer le concours. Donc, faut pas oublier ça aussi. Nickel, merci beaucoup encore à tous les quatre. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour vos fins d'études, Thomas, Florian et Timothée, et une bonne continuation dans ta carrière, Tiffany. Beaucoup de réussite, j'espère. Merci encore, à très bientôt. Restez avec nous. Merci, bonne soirée. Dans quelques Merci, secondes. bonne soirée.